parler de la fermentation alcoolique. Donc, la fermentation alcoolique se produit lorsque, dans certains organismes, il y a absence en oxygène. L'absence d'oxygène fait en sorte que le pyruvate ne peut plus rentrer à l'intérieur de la mitochondrie parce que l'oxygène, comme on l'a vu avec la phosphorylation oxydative, est important pour maintenir le gradient de protons dans l'espace intermembranaire, qui fait en sorte que le pyruvate peut être co-transporté avec les protons qui partent de l'espace intermembranaire pour se rendre par diffusion facilitée jusqu'à la matrice mitochondriale. Donc, quand il n'y a pas d'oxygène, ceci n'est pas possible, ce qui veut dire que le pyruvate reste piégé dans le cytoplasme. Lorsque la concentration de pyruvate augmente dans le cytoplasme, ça va faire en sorte que les mécanismes et les enzymes responsables de la fermentation alcoolique vont pouvoir débuter la fermentation alcoolique et utiliser ce processus-là plutôt que le reste de la respiration cellulaire pour pouvoir produire l'énergie qu'il a besoin sous forme d'ATP. Donc, pour pouvoir faire la fermentation alcoolique naturellement, qui va se produire dans le cytoplasme, donc ça se produit dans le cytoplasme, il faut premièrement qu'il y ait une accumulation de pyruvate. L'accumulation de pyruvate va se faire suivant la glycolyse, les étapes que l'on a vues précédemment dans une leçon. Donc, imaginons que la glycolyse commence. On sait qu'on commence avec du glucose et ensuite on va faire du G-glucose 6-phosphate. Après avoir fait du glucose 6-phosphate, on va faire du fructose 6-phosphate. Après avoir fait du fructose 6-phosphate, on va faire du fructose 1,6-biphosphate. Et ensuite, ce fructose 1,6-biphosphate va être scindé en deux molécules, donc 2 fois cette molécule, qui va être notre 3-phosphoglycéraldéhyde. Donc ça, c'est notre molécule qui est notre 3-phosphoglycéraldéhyde que l'on a vu lors de la glycolyse. Donc, encore une fois, on est rendu ici juste à la glycolyse. Glucose, glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate se brise en deux molécules de 3-phosphoglycéraldéhyde qui est ici. On sait que le 3-phosphoglycéraldéhyde va ensuite se faire convertir en biphosphoglycérate, donc 1,3-biphosphoglycérate. Donc, peut-être c'est ça, on va le noter. 1,3 biphosphoglycérate, donc FBP, qui, lui, va être converti en, donc biphosphoglycérate, qui, lui, va être converti en 3-phosphoglycérate, donc 3-phosphoglycérate, qui, lui, va être ensuite converti en 2-phosphoglycérate. Et le 3-phosphoglycérate va se faire convertir en phosphoénolpyruvate. Et le phosphoénolpyruvate va être converti en pyruvate. Donc, pour l'instant, on a juste fait les étapes de ta glycolyse jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est juste la glycolyse. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est la glycolyse. On sait qu'ici, il va y avoir un phosphate qui va être ajouté. C'est pour ça que c'est du 1,3-biphosphoglycérate à partir du 3-phosphoglycéraldéhyde. Ça veut dire qu'il va y avoir un phosphate inorganique, comme l'on a vu, qui va être pris de l'environnement, qui, lui, va être ajouté à ta molécule. Ceci va être possible, comme on l'a vu, grâce au fait que tu vas avoir un groupement aldéhyde qui va devenir un groupement carboxyle, ce qui veut dire que tu as fait une oxydation. Cette oxydation, en plus de générer l'énergie nécessaire pour attacher un phosphate inorganique à ta molécule, ça va permettre ensuite de créer un réducteur à haut potentiel énergétique à partir du NAD+. Donc, on va avoir du NAD+, plus H+, qui, lui, va être réduit pour donner du NADH, qui est un réducteur à haut potentiel énergétique. Donc, ça, on l'a vu, c'est une des étapes de la glycolyse. Ensuite,
on a vu que si on continue la glycolyse, ici, le 1,3-biphosphoglycérate devient du 3-phosphoglycérate. Ça veut dire qu'il a perdu un groupement phosphate. Donc ici, si on peut voir, il a perdu ce groupement phosphate. L'hydrolyse du groupement phosphate ici génère de l'énergie et va aussi relâcher un phosphate qui va permettre de faire une phosphorylation ici. Donc, ajouter un groupement phosphate à ton ADP pour faire de l'ATP. Ici, de cette étape-ci, il va juste avoir un réarrangement de la molécule qui fait que cette prochaine étape va être favorable. Lors de la prochaine étape, on a vu qu'on va avoir une molécule d'eau qui va être libérée. D'où vient la molécule d'eau? Bien, elle vient du OH qui est ici et du H qui est là et qui a disparu dans ta molécule de phosphoénolpyruvate ou de PEP. Et ensuite, éventuellement, il va y avoir une autre hydrolyse d'un phosphate. Donc, le phosphate qui est ici va se faire hydrolyser et disparaître de ta molécule, qui va ensuite permettre de donner l'énergie de l'hydrolyse de ce phosphate et le phosphate à une molécule de ADP pour qu'il y ait une phosphorylation qui se fasse pour former une molécule d'ATP. Donc ici, ça c'est encore une fois, comme je vous ai dit, la glycolyse. On sait qu'on utilise de l'ATP ici, on en utilise ici. On en produit 4 parce que c'est 2 fois ceci, parce qu'on a 2 fois cette molécule. Et éventuellement, on va aussi produire du NADH. Maintenant, ça, c'est la glycolyse classique. Je sais que j'ai été très rapidement, mais c'est parce qu'on a déjà fait la glycolyse ensemble, donc vous devriez déjà le connaître. Mais je vais quand même assez rapidement à travers ça. Ça veut dire que quand la glycolyse est terminée, le pyruvate est piégé à l'intérieur du cytoplasme et ne peut pas être cotransporté avec le gradient de protons ou avec les protons à travers la membrane mitochondriale parce qu'il n'y a pas de gradient de protons, parce qu'il n'y a pas d'oxygène de présent. Donc, le pyruvate va s'accumuler et dès qu'il s'accumule assez, il va avoir une enzyme, donc l'enzyme qui est ici, donc peut-être cette enzyme qui catalyse cette réaction, qui va faire en sorte que tu vas avoir un groupement carboxyle qui va être sorti de ta molécule. C'est-à-dire qu'ici, remarquez que la molécule a un groupement carboxyle et ici, elle n'en a pas, elle perd un groupement carboxyle. Et comme on a vu, lorsque l'on perd un groupement carboxyle lors d'une réaction biochimique, ça veut dire qu'il y a une molécule de CO2 qui a été relâchée. Donc ici, tu as une molécule de CO2 qui a été relâchée. Et ça va former de l'acétaldéhyde. Donc ça, c'est ta molécule qu'on appelle l'acétaldéhyde. Acétaldéhyde. Et l'acétaldéhyde va ensuite être transformé en cette molécule qui va être de l'éthanol. Maintenant, remarquez quelque chose de particulier. Si on regarde ici, on a un groupement cétone qui devient un groupement hydroxyde. Ça veut dire que de là à là, tu vas avoir une réduction qui va se faire. Donc ici, il y a eu une oxydation et ici, maintenant, on a eu une réduction qui s'est produite. On sait que lors d'une réduction, il va y avoir des électrons qui vont avoir été captés par cette molécule et de l'énergie pour pouvoir former la forme réduite qui est l'éthanol. Maintenant, d'où proviennent ces électrons? Bien, ils vont provenir de ton NADH. Donc, le NADH qui a été formé à cette étape, donc cette molécule, ce réducteur à haut potentiel énergétique qui possède des électrons supplémentaires et qui possède de l'énergie, il va transférer ces électrons à cette réaction pour pouvoir donner les électrons et l'énergie nécessaire pour faire cette réduction de l'acétaldéhyde en éthanol. Le but ici, c'est vraiment de régénérer le NADH. Parce qu'on peut s'imaginer que s'il n'y a pas de NADH qui est reconverti en NAD+, l'étape ici ne pourra pas se produire parce qu'il ne restera plus de NAD+, pour le faire. Donc, si ça va juste dans cette direction-là, éventuellement, la réserve de NAD+, va être épuisée. Tout le NAD+, va avoir été converti en NADH et ensuite, la glycolyse arrête. Pourquoi est-ce que la fermentation cherche à faire prolonger la glycolyse et régénérer le NAD+, qui est ici?
C'est parce que si on peut continuellement faire de la glycolyse, l'organisme qui fait cette fermentation alcoolique peut garantir de continuer à produire de l'ATP. Parce qu'on sait que la glycolyse, donc à la fin de la glycolyse, par glucose, il y a une production de 2 ATP net. Il y a aussi une production de 2 NADH, mais le NADH, ici, dans le cas de la fermentation, va être régénéré. Donc, si on fait par glucose et on regarde la fermentation, le bilan net, par glucose, il va générer 2 ATP. Il va aussi générer 2 NADH qu'il va ensuite éliminer pour produire du NADH de plus. Donc, il va avoir dans le fond, ou du NAD+ de plus. Donc, à la fin, il va avoir 0 NADH de produit dans ce cas-ci. Ce qui n'est pas désavantageux, parce que comme on l'a vu, le NADH, une des choses qui est importante de sa production, c'est d'être utilisé dans la phosphorylation oxydative. Par contre, si le pyruvate ne peut pas rentrer dans la mitochondrie, la phosphorylation oxydative ne peut pas se produire, ce qui veut dire que le NADH n'a pas besoin d'être utilisé, donc il est un petit peu superflu. Donc, c'est donc important d'être capable de continuellement faire la glycolyse pour au moins permettre à l'organisme de produire 2 ATP plutôt que de produire 0 ATP parce qu'il ne peut pas faire la respiration cellulaire. Par contre, si tu ne fais pas cette étape-ci, donc cette étape où on régénère l'accepteur d'électrons qui est ton NAD+, éventuellement, il va rester aucun NAD+, qui ne peut plus faire de NADH, qui veut dire que toute cette partie-là de la réaction de la glycolyse ne peut plus se faire, ce qui veut dire que la production d'ATP ne pourrait pas se produire. Donc, cette étape est cruciale pour régénérer le NAD+, pour que la glycolyse puisse continuer à se produire tant qu'il y ait suffisamment de glucose dans la cellule pour y arriver, pour qu'au moins la cellule produise une certaine quantité d'ATP pour pouvoir survivre.